Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau petit essai dessiné. Je suis Oscar de Them Games et aujourd'hui nous allons parler d'un des petits éléments de la grande vidéo qu'on avait fait sur les cultures du jeu vidéo. Vous savez, plein de carrés de trucs différents qui se parlaient, l'e-sport, les événements, tout ça. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Il y a un des petits carrés sur lequel on m'a posé beaucoup de questions, qui est le contrôleur hacking. Il y a plein de gens qui m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est que le contrôleur hacking, et c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Donc vous êtes ici, je vais vous dessiner un magnifique profil, avec un gros bulbe crânien comme ceci, et vous avez dans votre tête plein d'idées. Si vous n'êtes pas raciste, vous avez plein d'idées de toutes les couleurs. Voilà. Youpi! Et même une troisième couleur. Pas trop, parce que après, ça va faire beaucoup de confusion. En face de vous, il y a une machine. C'est la machine sur laquelle vous jouez aux jeux vidéo. C'est une boîte. Dans cette boîte, il se passe plein de trucs, on va le voir tout de suite. Alors, donc, ce que fait un créateur de jeux vidéo, c'est que dans notre boîte, il va créer des logiques internes, et en particulier, ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire, en gros, un démarrage du jeu. Vous connaissez ça parce que vous connaissez la cinématique de départ, vous savez, le truc où vous êtes dans une ferme et tout ça, et vos parents sont assassinés, il faut que vous alliez vous venger du grand méchant, c'est ce genre de choses. Voilà. Donc, les fonctionnements internes de la machine, c'est un créateur de jeu, hein, ou une créatrice de jeu qui les a fait, et ils commencent à vous donner quelque chose. D'accord ? Ils vous disent, voilà, en avant pour l'aventure, avec Banga. Et vous allez jouer à ce jeu en appuyant sur des boutons ou en parlant d'une façon ou d'une autre au jeu. Voilà. Alors, tous ces éléments-là ont des noms. Dans votre tête, quand vous réfléchissez, ça vous ne l'ignorez pas, ça s'appelle la réflexion. Voilà, ça c'est quand on vous donne une situation, le jeu vous offre une situation, vous réfléchissez et vous réagissez. Et quand vous réagissez, vous externalisez votre intention. Vous avez réfléchi, vous avez une intention maintenant, et cette intention, vous la sortez de vous-même et vous dites « je veux sauter, je veux tuer, je veux... » Enfin voilà. Ça s'appelle l'externalisation. Voilà. L'ordinateur, une fois qu'il a reçu votre intention, votre nouvelle intention que vous avez externalisée, il la comprend et il va réfléchir. Comment un ordinateur réfléchit ? En fait, il passe votre externalisation à travers toute une série de portes et de logiques, et ça s'appelle la computation. C'est l'ordinateur qui réfléchit à ce que vous dites. Et enfin, une fois que l'ordinateur a bien réfléchi, en général quelques fractions de secondes à peine, il considère que vous avez appuyé sur le bouton avancer, ou gauche ou droite. Voilà, vous vouliez aller à gauche. Lui, il dit, bon, si vous vouliez aller à gauche, je déplace le personnage vers la gauche, sur l'écran, et il l'affiche. Et il vous donne, d'une façon qui est compréhensible pour vous, par vos yeux, ou vos oreilles, ou etc., le résultat de votre action. D'accord ? Donc, lui, il sait que le résultat, c'est x plus 1, donc le personnage se décale d'un pixel vers la droite, parce que vous avez appuyé sur le bouton de droite, et donc il doit vous le rendre et vous le montrer d'une manière qui soit préhensible pour vous. Et ça, il va le rendre par ce qu'on appelle la cybernalisation. Alors je sais, c'est barbare. Alors ça vaut pour le jeu vidéo et pour d'autres choses, hein. Les ordinateurs, enfin Excel fonctionne à peu près de la même chose, de la même façon. Donc une fois qu'on a cette boucle, aujourd'hui, le contrôleur hacking, on va s'intéresser à cette partie-là. L'externalisation. Vous êtes toujours ici. Hein. Vous avez un peu changé de géographie de tête à peu près, hein, mais... Et vous avez une main cette fois-ci. Avec, sans aucune raison, un annulaire beaucoup plus long que vos autres doigts. Et dans cette main, vous allez avoir une manette de jeu. Voilà.
ressemble vaguement à une manette de Ouya. Sur cette manette de jeu, vous avez des boutons, voilà, qui vont vous servir donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, à externaliser vos intentions. Il y en a 4, puis il y a des gâchettes, tout ça. Sur cette manette de jeu, vous voulez aller à droite, hein, on a dit, donc vous pouvez le transmettre à travers ça, et ce droite-là, cette flèche, elle passe à travers le câble et elle va vers le jeu. Vous n'ignorez pas que pour transmettre droite, il y a plein d'autres façons de le faire. N'est-ce pas? Vous connaissez tous, j'imagine, la Wii. La Wii, c'est la console de Nintendo qui a donc des senseurs à l'intérieur qui lui permettent de savoir quand est-ce que vous la secouez à gauche ou à droite. Et quand vous la secouez à droite, hop, elle transmet sans fil cette intention à l'ordinateur, enfin en tout cas à la console. De la même façon, si vous aviez un volant de bagnole, voilà, comme ça, en USB pour jouer aux jeux de voiture, et bien votre volant, vous le tourneriez comme ça, et puis il transmettrait exactement la même information, droite, à un ordinateur. L'ensemble de toutes ces façons de transmettre une information, c'est ça qu'on appelle l'externalisation, c'est je dis à l'ordinateur je veux aller à droite. Le contrôleur hacking, c'est subvertir tous ces objets-là pour essayer de les utiliser dans des jeux. Alors soit c'est créer un nouveau contrôleur pour, donc une nouvelle manette, enfin une nouvelle façon d'agir pour un nouveau jeu, donc je crée un jeu et je crée la manette spécifique qui va avec, soit c'est créer des manettes pour des jeux existants. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que c'est travailler non seulement sur le gameplay, mais sur la façon dont le joueur parle le gameplay à l'ordinateur. On va en voir juste après ce court exposé quelques exemples, qui seront un tout petit peu commentés très rapidement, pour essayer de vous montrer pourquoi c'est intéressant. Ce qui va m'intéresser, moi, sur cette feuille-ci, c'est à quoi ça sert tout ça, et à quoi ça va nous servir à l'avenir. Bon, vous n'êtes pas sans ignorer, vous n'êtes pas sans savoir, vous n'ignorez pas. Je ne vais pas mélanger toutes mes expressions, ça ne sert à rien. Il y a eu plein d'expositions sur l'histoire du jeu vidéo. Voilà, des expositions dans des lieux physiques, dans des musées, etc. Et c'est la super mode, voilà, le MoMA acquis des jeux vidéo, tout le monde s'en fout. Et l'histoire du jeu vidéo, elle est cachée, mais elle est limitée. Hein, tous les ans, on en produit encore une nouvelle page. Mais l'intérêt de l'histoire du jeu vidéo, c'est pas de l'écrire avec un petit H comme dans une petite histoire, mais de l'écrire avec un grand H, comme dans une grande histoire. La différence entre ces deux-là, c'est que ça, c'est la suite de dates. En telle année, bidule truc sort en telle année, bidule truc, etc. Ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant dans l'histoire du jeu vidéo, ou enfin, voilà, je vais dire, pour moi, ce qui est intéressant, pour ne pas être trop présomptueux, c'est la grande histoire, c'est-à-dire le fait que, avant 2001, les grands méchants du jeu vidéo, c'est les nazis, et après 2001, bizarrement, après les attentats du 11 septembre, eh ben, les grands méchants du jeu vidéo, ça devient les Arabes. Pourquoi? Eh ben, vous n'ignorez pas que, évidemment, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, dans l'esprit commun, et que ça change les jeux vidéo. Mais ça change pas que les jeux vidéo, ça change le monde. Et la façon dont le jeu vidéo a des grandes tendances, et des grands chemins qui le parcourent, qui vont faire qu'il parle de la société humaine et à la société humaine, c'est ça la grande histoire du jeu vidéo, et c'est ça qui est intéressant. Et ça ne se déroule pas, il ne se rajoute pas un an d'histoire tous les ans à l'histoire du jeu vidéo. Il se rajoute des grands courants qui des fois durent 10 ans, qui des fois durent 5 ans, etc. Résultat, ça veut dire que l'histoire du jeu vidéo, eh ben, elle est finie. Pas finie au sens où elle a pris fin, mais finie au sens où elle a une limite. Voilà, on peut en parler, on peut en faire des expos, mais très vite ça va devenir redondant et répétitif. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant quand on veut faire des expos de jeux vidéo? Un des grands problèmes des médias en général, c'est que si je veux vous montrer des expos avec du Assassin's Creed ou des jeux que vous avez déjà à la maison, vous les avez déjà à la maison. Voilà. Une grande partie du piratage sur Internet aujourd'hui se fait parce que les gens ne se sentent pas obligés d'aller voir un film au cinéma, c'est bien plus confortable de le faire chez soi.
Et donc, ce serait débile de se dire « Ah ben, moi j'ai une super idée, c'est qu'on va faire des expos de jeux vidéo, où on va mettre là un tas de boîtes de jeux, avec plein de consoles, et on va espérer que les gens y viennent. » Voilà. Je trouve ça dommage de ne pas... Alors évidemment, quand on fait une expo de jeux vidéo comme ça, avec notre tas de trucs, on va pouvoir ajouter une forme de valeur ajoutée avec des cartels, d'une part, donc des informations et des façons de sélectionner les jeux, et puis éventuellement, quelqu'un de gentil ici, qui vous explique les jeux vidéo. Oh, regardez comme je suis heureux. Ça a une limite, c'est que ça attire principalement, en tant qu'exposition en tout cas, des gens qui connaissent pas très bien les jeux. Dès que vous mettez des jeux que les gens connaissent déjà, ils viendront pas. Alors, qu'est-ce que le contrôleur hacking a à voir avec toute cette histoire ? C'est tout simplement le fait que, au lieu d'avoir des jeux que vous pouvez avoir à la maison, le contrôleur hacking se propose un nouveau truc, c'est de vous proposer des jeux que vous ne pouvez pas avoir, tout simplement parce que les manettes sont produites en série limitée. Et ça, mes bons copains, c'est l'avenir de l'exposition de jeux vidéo. Vous irez voir des expos dans des lieux culturels et dans des musées, tout simplement parce qu'on y exposera des jeux que vous ne pouvez pas avoir chez vous. Vous connaissez la salle d'arcade, évidemment. La salle d'arcade, certes, elle avait les cabinets d'arcade, hein, avec leur magnifique silhouette reconnaissable, mais, et en général beaucoup plus de couleurs qu'un fond gris, mais elle avait aussi, et vous vous en rappelez peut-être, tout un tas d'accessoires complètement débiles, enfin complètement loufoques, disons, genre des fausses motos, sur laquelle le joueur va se coller. Voilà, hop, le joueur il se met en position je joue la moto, et se pencher avec un écran devant pour jouer, pour faire un simulateur de moto. Donc ça, c'était des trucs qu'on ne pouvait trouver que dans les salles d'arcade, et qu'aujourd'hui, on va retrouver dans des expositions de jeux vidéo. Voilà. Alors je vais inventer ici des contrôleurs bizarres que des artistes auront sculptés pour aller avec leurs jeux vidéo bizarres. Et c'est ça qu'on ira voir dans des musées. C'est ça, une fois de temps en temps, quand il y aura des nouvelles additions intéressantes qui auront été faites à l'histoire du jeu. Mais au bout d'un moment, l'ensemble du public disponible pour les expos de jeux vidéo aura été épuisé. Et il faudra trouver des nouvelles formes d'exposition. Et ces nouvelles formes d'exposition, ce sera, je pense, du contrôleur hacking, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne peut que jouer au musée. Pas la Joconde que vous pouvez aller voir sur le net, pas un film que vous pouvez télécharger, mais une installation qui a été produite de manière complètement unique et à laquelle on ne peut accéder que en présentiel, donc uniquement en étant là. Voilà. Et dans notre boîte, il y aura toujours la computation tout à fait identique, vous aurez vos mêmes idées, etc. Et on aura tous ces jeux très bizarres et tous ces contrôleurs extrêmement étranges qui n'existeront que pour les musées. Voilà ma prédiction pour le futur, et maintenant je vous laisse apprécier la suite de cette vidéo, où je vais vous présenter quelques-uns des contrôleurs hacking que j'avais filmés pendant quelques secondes à Alt Control GDC, qui est un événement pendant la Game Developer Conference. Ici on a Hexed Heart de Sam Sheffield, qui est un jeu dans lequel il faut donc faire correspondre la silhouette qui arrive du fond à la silhouette du premier plan, en donc tournant les membres de la silhouette du premier plan avec ce petit contrôleur qu'on voit là, qui est donc un corps avec plein de petites vis qui donnent l'impression d'une espèce de poupée vaudou. Évidemment, les silhouettes du fond arrivent de plus en plus, c'est un jeu d'habilité et de vitesse qui se joue avec des vis, qui est très bien. Ici on a un jeu de course qui est complètement trop drôle, avec des manettes. Il se joue avec donc des vibreurs, c'est un jeu vidéo de course sans écran, et on contrôle avec les deux petits boutons là, le vibreur gauche et droite de la manette, et on essaie de passer la ligne d'arrivée le plus vite possible. Ici on a un one button game, comme vous les connaissez sur mobile et peut-être sur navigateur, sauf que dans celui-là on joue avec un télégraphe, un vrai,
et on tape du morse. Ici on a Snail Run, je crois, de Einarov, qui est un jeu dans lequel on joue un escargot qu'on contrôle avec un gant. Voilà, donc vous pouvez voir à l'écran à quel point c'est super chelou comme jeu. Ici, on a Keep Talking and Nobody Explodes, un jeu dans lequel l'un des deux joueurs doit désamorcer une bombe, mais il a besoin des instructions du second joueur qui n'a pas l'Oculus sur les yeux et qui a lui le manuel de désamorçage de la bombe. C'est un jeu asymétrique et absolument génial. Et enfin ici nous avons Winds of Venus, qui est un jeu qui se contrôle comme vous pouvez le voir avec un boîtier qui contient tout, hein, l'écran, les boutons du jeu, etc. Et dans lequel il y a plein d'éléments. On est sur Vénus, on doit récupérer des ballons météo. Et vous avez tous les contrôles qui sont donc dans cette petite boîte qui est juste un objet mais absolument magnifique. Niveau immersion, c'est ouf. Alors, aujourd'hui on s'est intéressé à ça, l'externalisation, c'est-à-dire la façon dont le joueur passe une information à l'ordinateur. Ce qui nous intéressera la prochaine fois, c'est la cybernalisation, c'est-à-dire comment est-ce que l'ordinateur passe de l'information au joueur et qu'est-ce que ça veut dire. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et merci d'avoir regardé ce petit essai dessiné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et éventuellement à aller venir nous voir sur Twitter ou sur Facebook où nous postons les articles et les contenus qu'on produit chez Them Games ou que moi, Oscar Warda, je produis sur les internets. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.